En septembre 2020, les pêcheurs du port de San Remo, en Italie, ont fait une découverte qui allait bouleverser une enquête vieille de 18 ans. Dans leur filet, coincé entre les algues et les débris marins, se trouvait une alliance en or blanc, gravée de 2 noms, Marc and Valérie, 15-06-2001. Cette simple bague allait révéler la vérité sur l'une des disparitions maritimes les plus troublantes de la Côte d'Azur. Marc Delacroix et Valérie Arnault avaient disparu en août 2002, lors d'une traversée entre Nice et la Corse. Pendant 18 ans, leur disparition avait été classée comme un tragique accident de navigation. Mais cette alliance, étrangement préservée au fond de la Méditerranée, portait des marques qui ne correspondaient pas à une simple corrosion marine. Des marques qui allaient révéler qu'un double meurtre avait été maquillé en naufrage accidentel. Comment cette alliance a-t-elle pu rester cachée si longtemps? Et surtout, que s'est-il réellement passé cette nuit d'août 2002 au large de la Côte d'Azur? Avant de continuer avec cette histoire perturbante, si vous appréciez les affaires mystérieuses réelles comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune nouvelle enquête. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Pour comprendre cette affaire, il faut retourner à l'été 2002 dans la marina de Nice. La Côte d'Azur vivait alors une période d'intense activité nautique. Les ports de plaisance débordaient de voiliers et de yachts, et la Méditerranée était sillonnée par des milliers d'embarcations. Nice, avec son port Olympia et sa position stratégique entre la France et l'Italie, était un point de passage obligé pour les navigateurs se dirigeant vers la Corse ou la Sardaigne. En cette période, la surveillance maritime entre la France et l'Italie connaissait encore des lacunes importantes. Les technologies de tracking GPS civil étaient balbutiantes. Les communications radio VHF restaient le principal moyen de contact en mer, et la coopération douanière internationale accusait des retards par rapport aux méthodes sophistiquées des contrebandiers. Cette situation créait un terrain propice aux activités illégales, particulièrement dans les eaux frontalières, où les juridictions se chevauchaient de manière complexe. Marc Delacroix, âgé de 32 ans, était instructeur de voile au Yacht Club de Nice depuis 2000. Ancien marin de la Marine nationale, il avait servi sur des frégates avant de se reconvertir dans la navigation de plaisance. Son parcours militaire lui avait donné une connaissance approfondie des protocoles de sécurité maritime et des procédures radio, compétences qu'il transmettait scrupuleusement à ses élèves. Grand, les cheveux bruns toujours ébouriffés par le vent marin, Marc était respecté pour sa connaissance parfaite des courants et des conditions météorologiques du secteur. Ses collègues le décrivaient comme un homme prudent, méticuleux dans ses préparatifs de navigation, jamais du genre à prendre des risques inconsidérés. Il possédait son brevet de capitaine de yacht jusqu'à 24 mètres et avait accumulé plus de 15 000 milles nautiques d'expérience en Méditerranée. Sa femme, Valérie Arnault, 29 ans, était biologiste marine à l'Observatoire océanologique de Nice. Diplômée de l'Université de Marseille avec une spécialisation en cétacés méditerranéens, elle avait rejoint l'équipe de recherche niçoise en 1999. Passionnée par l'écosystème méditerranéen, elle participait régulièrement à des campagnes de recherche sur la pollution marine et l'impact du trafic nautique sur la faune aquatique. Ses travaux sur les migrations saisonnières des dauphins communs avaient déjà fait l'objet de 3 publications dans des revues scientifiques internationales. Brune aux yeux verts, toujours équipée de son appareil photo étanche, Valérie documentait méticuleusement leurs sorties en mer. Elle maîtrisait parfaitement la plongée sous-marine et possédait un niveau d'anglais et d'italien qui lui permettait de collaborer facilement avec ses homologues européens. Le couple s'était rencontré en 1999 lors d'une régate à Cannes et leur passion commune pour la mer avait immédiatement créé un lien indéfectible. Ils possédaient un First 35 de 1998, baptisé Aélis, un voilier de 10,50 m parfaitement entretenu qu'ils avaient acheté ensemble en 2001. Marc avait installé un équipement de navigation moderne. GPS Garmin, VHF, pilote automatique et radar. Valérie avait ajouté du matériel scientifique,
microscope portable, kit de prélèvement d'eau et surtout un appareil photo numérique Canon étanche dans un caisson professionnel qu'elle utilisait pour ses recherches. Le couple habitait un appartement face à la baie des Anges dans le quartier de Cimiez. Leurs voisins les décrivaient comme discrets mais chaleureux, toujours prêts à partager leurs récits de navigation avec les enfants du quartier. Marc donnait des cours de voile aux enfants défavorisés le mercredi après-midi, tandis que Valérie intervenait dans les écoles pour sensibiliser à la protection marine. En cet été 2002, il préparait un projet ambitieux, une étude sur les migrations des dauphins entre la Côte d'Azur et la Corse. Valérie avait obtenu une bourse de recherche de 15 000 € de l'Université de Nice pour financer cette expédition de 3 semaines. Le projet, intitulé « Cartographie des couloirs migratoires des cétacés en Méditerranée nord-occidentale », consistait à suivre les groupes de dauphins communs et de dauphins bleus et blancs, photographier leur comportement, analyser l'impact des voies de navigation commerciale sur leur parcours migratoire et étudier leurs zones d'alimentation préférentielles. Cette recherche s'inscrivait dans un programme européen plus vaste visant à créer des zones de protection marine entre la France, l'Italie et la Principauté de Monaco. L'Aélis était spécialement équipée pour cette mission scientifique. Hydrophone Bentos AQ1 pour enregistrer les vocalises des cétacés, 6 balises GPS flottantes Argos pour marquer les positions d'observation, équipement de plongée complet, Scuba Pro pour les observations sous-marines et même un petit laboratoire portable installé dans le carré pour analyser immédiatement les échantillons d'eau. Marc avait calculé méticuleusement leur itinéraire sur les cartes marines CHOM, Nice-Calvi, en passant par le large pour éviter les zones de trafic commercial intense, puis cabotage le long de la côte corse occidentale pour optimiser les observations dans les zones connues, pour abriter des populations importantes de dauphins. La marina de Nice en 2002 était un microcosme cosmopolite particulièrement animé. Des plaisanciers français côtoyaient des propriétaires de yachts russes nouvellement enrichis, des équipages professionnels italiens, des navigateurs hollandais en route vers les Baléares et une importante communauté britannique qui hivernait sur la Côte d'Azur. Cette diversité créait une atmosphère particulière, où les langues se mélangeaient dans les bars du port, comme chez Marcel, ou le comptoir du port, où les informations sur les conditions météorologiques circulaient rapidement entre les tables, où les services entre navigateurs étaient monnaie courante, et où se nouaient des amitiés internationales autour de la passion commune de la navigate, Yon. Le port Lympia comptait alors 800 anneaux répartis sur plusieurs bassins et la liste d'attente pour obtenir un emplacement s'étendait sur plusieurs années. Marc et Valérie avaient eu la chance d'hériter de leur mouillage grâce à Pierre Martineau, l'ancien propriétaire de l'Aélis, qui leur avait cédé ses droits d'amarrage en même temps que le voilier. Cette continuité leur avait permis de s'intégrer rapidement dans la communauté des permanents du port, ces passionnés qui vivaient pratiquement à bord et connaissaient chaque recoin de la marina. Le matin du 12 août 2002, Marc et Valérie se présentent à la capitainerie du port Lympia à 7 heures précises. La procédure est habituelle. Déclaration de sortie, vérification des papiers du navire, indication de la destination et de la durée prévue du voyage. Marc indique « Calvi, retour prévu le 15 août ». Les conditions météorologiques sont excellentes. Vent de nord-est faible, mer belle, visibilité parfaite. À 8h15, l'Aélis largue les amarres. Plusieurs témoins les voient partir. Roberto Santini, le chef de port, qui connaît bien Marc depuis ses années d'instructeur, et Françoise Lemaire, propriétaire d'un Beneteau 393 amarré à proximité. Tous confirmeront plus tard que le couple semblait détendu, que l'équipement était correctement arrimé et que rien ne laissait présager un problème. La traversée Nice-Calvi représente environ 70 000 nautiques, soit 8 à 10 heures de navigation selon les conditions. Marc avait prévu une route directe en passant au large, évitant ainsi les zones de trafic commercial intense près des côtes. Le plan de route, retrouvé plus tard dans leurs affaires personnelles, montrait une navigation prudente avec plusieurs points de passage fixés au GPS. À 13 heures,
L'Aélis est aperçue par l'équipage du cargo Méditerranée Express, en route vers Bastia. Le navire navigue normalement, toute voile dehors, à environ 15 milles au sud de l'île de Porquerolles. Le capitaine du cargo, Andrea Volpini, note dans son livre de bord « Voilier blanc, environ 35 pieds, cap au sud-est, allure normale ». Cette observation sera la dernière trace officielle du couple. À 19 heures, Marc devait effectuer sa première vacation radio avec la station de Calvi pour confirmer sa position et son heure d'arrivée prévue. Cette vacation n'a jamais eu lieu. À 22 heures, Valérie devait appeler sa sœur Nicole à Marseille pour confirmer leur arrivée saine. Cet appel n'a jamais été passé. Le 13 août au matin, les autorités du port de Calvi constatent que l'Aélis n'est pas arrivée. Conformément aux procédures, ils contactent immédiatement les affaires maritimes de Nice. À 11 heures, le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage, CROSS, de la Garde, déclenche une alerte de recherche et sauvetage. L'opération SAR mobilise des moyens considérables. 2 hélicoptères de la sécurité civile, 3 vedettes de la gendarmerie maritime, le patrouilleur Flamand de la Marine nationale et une quinzaine d'embarcations de plaisance qui se portent volontaires. La zone de recherche couvre initialement la route prévue de l'Aélis, puis s'étend progressivement vers l'est et l'ouest. Pendant 3 jours, les recherches se concentrent sur un périmètre de 100 000 nautiques autour de la dernière position connue. Les conditions météorologiques restent excellentes, favorisant les opérations aériennes. Les hélicoptères effectuent des quadrillages systématiques, photographiant chaque débris flottant, chaque tache suspecte à la surface de l'eau. Les pilotes suivent un protocole strict. Vol à 150 mètres d'altitude, vitesse réduite à 80 nœuds, passage parallèle espacé de 500 mètres pour ne laisser aucune zone inexplorée. Les équipes de surface utilisent des jumelles marines, Steiner de haute puissance, et des caméras équipées de téléobjectifs pour examiner chaque élément suspect. Le patrouilleur Flamand déploie également un sonar latéral pour rechercher d'éventuelles épaves sur les hauts fonds, tandis que les vedettes rapides de la gendarmerie maritime quadrillent les zones côtières où les courants auraient pu pousser des débris. Le 15 août, un pêcheur professionnel de San Remo, Antonio Benedetti, signale avoir trouvé une bouée de sauvetage orange marquée MOB à la dérive près des rochers de Bordighera. L'examen par les experts révèle qu'elle ne provient pas de l'Aélis mais d'un yacht anglais qui avait perdu cet équipement lors d'un exercice de sauvetage 3 semaines plus tôt. Le même jour, des débris de plastique blanc et rouge sont repêchés près de l'île de Porquerolles par des plongeurs bénévoles, mais l'analyse détermine qu'ils appartiennent à un dériveur laser qui avait chaviré lors d'une régate locale. Le 16 août, les recherches aériennes sont suspendues. Le 18 août, après 6 jours d'opérations intensives, les recherches maritimes sont officiellement interrompues. Aucune trace de l'Aélis, de ses occupants ou d'équipement du bord n'a été découverte. Le dossier est transmis au procureur de la République de Nice pour enquête judiciaire. L'instruction est confiée au juge d'instruction Marie-Claire Battisti. Les premières investigations se concentrent sur l'état du navire et les compétences de l'équipage. L'expert maritime Maurice Garibaldi examine les documents d'entretien de l'Aélis. Le voilier était en parfait état, les révisions moteurs et gréements récentes, les équipements de sécurité conformes et vérifiés. Les enquêteurs interrogent systématiquement l'entourage du couple. Famille, amis, collègues, tous brossent le portrait de 2 passionnés de voile expérimentés, prudents, parfaitement capables d'effectuer cette traversée qu'ils avaient déjà réalisée plusieurs fois. Aucun élément ne suggère des difficultés personnelles, professionnelles ou financières qui auraient pu motiver une disparition volontaire. L'analyse des conditions météorologiques confirme l'absence de phénomènes dangereux dans la zone et la période considérée. Aucun grain, aucune dépression, aucun vent violent n'est signalé entre le 12 et le 15 août 2002. La Méditerranée était calme, presque d'huile selon les témoignages des autres navigateurs présents dans le secteur. En novembre 2002, après 3 mois d'enquête infructueuse, le juge Battisti prononce un non-lieu.
La disparition de Marc Delacroix et Valérie Arnault est officiellement classée comme un accident de navigation. Les causes précises demeurent indéterminées. Collision avec un objet flottant non identifié, avarie technique soudaine ou malaise de l'équipage sont les hypothèses retenues. Cette conclusion, bien que juridiquement nécessaire, laisse les familles dans un profond désarroi. Nicole Delacroix, la sœur de Marc, refuse d'accepter cette version officielle. Pour elle, un navigateur de l'expérience de son frère ne pouvait pas disparaître sans laisser de traces dans d'excellentes conditions météorologiques. Mais sans éléments nouveaux, l'affaire sombre progressivement dans l'oubli des archives judiciaires. Les années qui suivent la disparition de Marc et Valérie transforment profondément la communauté nautique de Nice. Au Yacht Club, l'absence de Marc se ressent immédiatement dans tous les aspects de la vie quotidienne. Les cours de voile pour enfants sont repris par Daniel Mercier, un ancien collègue et ami proche de Marc, mais l'atmosphère n'est plus la même. Daniel, bien qu'expérimenté, n'a pas la patience naturelle de Marc, ni sa capacité à rassurer les débutants anxieux. Les enfants demandent régulièrement où est passé Monsieur Marc, et chaque début de saison rappelle douloureusement son absence. Le bureau que Marc occupait dans les locaux du club reste vide pendant 6 mois, avant d'être finalement transformé en salle de stockage pour les gilets de sauvetage. La traditionnelle régate d'automne, Trophée Marc Delacroix, est créée en octobre 2003 pour honorer sa mémoire. Cette course, réservée aux dériveurs solitaires, attire chaque année une 50aine de participants et récolte des fonds pour financer des cours de voile gratuits destinés aux enfants issus de milieux défavorisés. L'événement perpétue l'engagement social de Marc, qui consacrait ses mercredis après-midi à initier gratuitement ces jeunes à la navigation. Nicole Delacroix, professeure de mathématiques au lycée Masséna, devient la gardienne acharnée de la mémoire de son frère. Chaque année, le 12 août, elle se rend sur la jetée du port Lympia et dépose une gerbe de fleurs blanches à l'endroit exact où Laëlys a largué les amarres pour la dernière fois. Cette tradition, d'abord solitaire, attire progressivement d'autres membres de la communauté nautique, anciens élèves de Marc, collègues de Valérie, amis plaisanciers, transformant cette date en un moment de recueillement collectif qui rassemble parfois une 50aine de personnes. Nicole crée également un blog mémorial en 2004, à la recherche d'Aélis, où elle publie régulièrement des témoignages, des photos du couple, et surtout où elle sollicite toute information susceptible d'éclairer leur disparition. Ce blog, visité par des milliers de personnes chaque année, devient un point de ralliement pour toutes les familles de disparus en mer qui se reconnaissent dans son combat pour la vérité. L'appartement de Cimier reste inhabité pendant 6 mois. Les parents de Valérie, Jean-Claude et Monique Arnault, retraités installés à Grasse, n'arrivent pas à se résoudre à vider les lieux. Chaque objet raconte une histoire, les livres de navigation soigneusement annotés par Marc, les échantillons d'eau de mer étiquetés de la main de Valérie, les photos de leur navigation affichées sur le réfrigérateur. En mars 2003, Nicole prend la difficile décision de vendre l'appartement. Elle conserve précieusement les affaires personnelles, un carnet de navigation, photos, équipements de plongée et surtout l'ordinateur portable de Valérie contenant ses recherches sur les dauphins méditerranéens. Ces documents seront plus tard transmis à l'Observatoire océanologique, permettant à d'autres chercheurs de poursuivre le travail de Valérie. La marina de Nice change également. Roberto Santini, le chef de port qui connaissait si bien Marc, demande sa mutation vers le port de Cannes en 2004. Il confiera plus tard qu'il ne supportait plus de voir l'emplacement vide de Laëlys, mouillage numéro 247, qui reste inoccupé pendant 2 ans avant d'être finalement réattribué. Au niveau professionnel, l'impact est considérable. L'Observatoire océanologique crée une bourse de recherche Valérie Arnault, destinée aux jeunes biologistes marins travaillant sur la protection de la Méditerranée. Cette bourse, financée par une souscription publique, permet chaque année à un étudiant de poursuivre les recherches sur les cétacés que Valérie n'a jamais pu terminer. Les théories alternatives prolifèrent dans la communauté nautique. Certains évoquent une collision avec un cargo qui n'aurait pas déclaré l'incident.
D'autres imaginent un naufrage dans une zone de fort courant qui aurait dispersé les débris. Les plus pessimistes parlent de piraterie moderne, phénomène rare en Méditerranée, mais pas inexistant selon certains témoignages d'équipages commerciaux. En 2005, un événement relance brièvement l'intérêt pour l'affaire. Un plaisancier britannique, Peter Harrison, déclare aux autorités italiennes avoir aperçu un voilier en détresse au large de la Sardaigne en août 2002. Sa description correspond partiellement à l'Aélis, navire blanc d'environ 10 mètres, mais il n'était pas certain de la date exacte. Cette piste, explorée par les enquêteurs italiens, ne mène à aucun résultat concret. Nicole maintient un contact régulier avec la gendarmerie maritime. Chaque année, elle prend des nouvelles de l'enquête, espérant toujours qu'un élément nouveau surgisse. Le capitaine Laurent Charpentier, qui a repris le dossier en 2006, la reçoit avec bienveillance, mais doit constamment lui répéter que sans nouveaux éléments, l'enquête ne peut progresser. Les parents de Valérie vieillissent mal. Jean-Claude développe des troubles cardiaques que les médecins attribuent en partie au stress causé par la disparition de sa fille. Monique sombre dans une dépression chronique, s'isolant progressivement de son entourage. En 2008, il déménage dans une résidence pour personnes âgées à Cannes, incapable de continuer à vivre dans la maison familiale où chaque photo de Valérie ravive leur douleur. La communauté scientifique n'oublie pas Valérie. Ses collègues de l'Observatoire publient en 2007 une compilation de ses recherches inachevées sur les migrations des dauphins. Ce travail, intitulé « Observations préliminaires sur les couloirs migratoires des cétacés en Méditerranée occidentale », devient une référence dans le domaine et honore sa mémoire scientifique. Au fil des années, l'affaire Delacroix-Arnault rejoint la longue liste des mystères maritimes non résolus de la Côte d'Azur. Les anciens parlent encore du couple lors des soirées au Yacht Club, mais les nouveaux membres ne connaissent l'histoire que par ouï-dire. La mer a gardé ses secrets et la vie a repris son cours normal dans les ports de la Riviera. Le 18 septembre 2020, l'équipage du chalutier Santa Maria se prépare pour sa sortie hebdomadaire au large de Sanremo. Henri Fontaine, patron pêcheur de 58 ans originaire de Marseille, mais installé en Italie depuis 1987, dirige ce navire familial depuis 1995. Son parcours atypique l'a mené de la pêche au thon rouge dans les années 1980 à la pêche côtière italienne après son mariage avec Carla Benedetti, fille d'une famille de pêcheurs de Sanremo. Accompagné de son fils Thomas, 28 ans, ingénieur informatique reconverti dans la pêche après la crise financière de 2008, et de Giuseppe Martinelli, marin expérimenté de 52 ans qui connaît les fonds marins locaux comme sa poche, il quitte le port à 5 heures du matin pour rejoindre leur zone de pêche habituelle. La météo est idéale, selon les prévisions de Météo France et du service météorologique de l'aéronautique militaire italienne. Mer calme avec une houle résiduelle de moins d'1 mètre, vent faible de sud-ouest à 10 nœuds, excellente visibilité de plus de 10 000 nautiques, pression atmosphérique stable à 1022 hectopascales. Henri décide d'explorer un secteur qu'il n'a pas fréquenté depuis plusieurs mois, situé à environ 12 milles au large, dans le relèvement 120 degrés du phare de Sanremo, dans des fonds de 80 mètres. Cette zone, réputée poissonneuse pour les merlans et les rougets, est parfois négligée par les pêcheurs locaux, en raison de sa distance du port qui augmente la consommation de carburant et réduit les marges bénéficiaires. Le Santa Maria, chalutier de 16 mètres construit en 1988 au chantier Rodriguez de Messine, est équipé d'un moteur Caterpillar Twan 306 de 300 chevaux et d'un équipement de pêche moderne, treuil hydraulique, râpe marine, chalut pélagique de 45 mètres d'ouverture, sonar Simrad pour la détection des bancs de poissons. L'équipage suit un planning rigoureux établi par Henri. Départ avant l'aube pour profiter des meilleures conditions de pêche, retour au port en début d'après-midi pour écouler la pêche sur les marchés locaux et les restaurants de la côte. Vers 9 heures, le chalut est mis à l'eau selon la procédure habituelle.
Les filets descendent lentement vers le fond, guidés par les panneaux divergents et lestés par les chaînes. Henri maintient une vitesse constante de 2 nœuds, optimale pour ce type de pêche. Le sonar indique une bonne densité de poissons dans la zone. Après 2 heures de chalutage, l'équipage commence le relevage des filets. L'opération se déroule normalement. Les treuils hydrauliques ramènent progressivement le chalut vers la surface, suivi par la traditionnelle phase de tri du poisson. Mais quand le cul du filet est hissé à bord, Giuseppe remarque immédiatement quelque chose d'inhabituel, mélangé aux prises. Entre les rougets, les merlans et les petits crustacés, brille un objet métallique que Giuseppe extrait délicatement des mailles du filet. Il s'agit d'une alliance en or blanc remarquablement préservée malgré son long séjour au fond de la mer. L'anneau porte une gravure encore parfaitement lisible. Marque un Valéry, 15-06-2001. Henri examine l'alliance avec attention. En 40 ans de pêche, il a remonté toutes sortes d'objets dans ses filets. Montres, bijoux, débris de navires, mais rarement dans un état de conservation aussi parfait. L'or blanc n'a pratiquement pas souffert de l'eau de mer, et la gravure reste nette comme au premier jour. Plus troublante encore, l'alliance porte des marques particulières que Giuseppe, ancien mécanicien naval, identifie immédiatement. Des traces d'impact violents, des rayures profondes qui ne correspondent pas à une usure normale ou à une corrosion marine. Ces marques suggèrent que l'alliance a été soumise à un choc brutal avant de finir au fond de la mer. Thomas Fontaine, âgé de 28 ans et équipé d'un smartphone, photographie immédiatement l'alliance sous tous les angles. Les images montrent clairement la gravure et les traces d'impact. Henri décide de rentrer au port plus tôt que prévu pour signaler cette découverte aux autorités. À 14 heures, le Santa Maria accoste au port de San Remo. Henri se rend directement à la capitainerie pour déclarer sa trouvaille. Marco Benedetti, l'officier de service, écoute attentivement le récit du pêcheur et examine l'alliance. Bien que n'étant pas expert en criminalistique, il remarque également les marques suspectes sur le métal. Conformément aux procédures, Benedetti contacte immédiatement les carabiniers de San Remo, qui dépêchent sur place le brigadier Antonio Rossi. Ce dernier, spécialisé dans les affaires maritimes, comprend immédiatement l'importance potentielle de cette découverte. Il fait établir un procès-verbal détaillé, répertorie les circonstances exactes de la découverte et place l'alliance sous scellé. Le soir même, Rossi effectue des recherches dans les bases de données italiennes et françaises. Il ne trouve aucune correspondance immédiate avec des disparitions récentes, mais l'intuition lui suggère de creuser plus loin. Les noms gravés, Marc et Valérie, et la date de 2001 évoquent un couple marié depuis une vingtaine d'années. Le 19 septembre, Rossi contacte ses homologues français de la gendarmerie maritime de Nice. Il transmet les photos de l'Alliance et les informations sur sa découverte. À Nice, ces éléments arrivent sur le bureau du capitaine Laurent Charpentier, qui dirige la brigade maritime depuis 2006. Charpentier examine les photos avec un intérêt croissant. L'Alliance, les noms gravés et surtout les traces d'impact violents éveillent ses soupçons. Il consulte immédiatement les archives des disparitions non résolues et tombe rapidement sur le dossier Delacroix-Arnaud, classé depuis 18 ans. La coïncidence est troublante. Marc Delacroix et Valérie Arnaud, mariés le 15 juin 2001 selon les registres d'état civil, disparus en mer en août 2002. L'alliance pourrait parfaitement provenir de l'épave de l'Aélis, mais sa localisation soulève des questions importantes. San Remo se trouve à plus de 50 000 de la route théorique entre Nice et Calvi, dans une direction complètement différente. Plus inquiétant, les marques d'impact sur l'Alliance suggèrent un événement violent que rien dans le dossier original n'avait évoqué. Si le couple avait péri dans un simple accident de navigation, l'Alliance ne devrait porter que des traces d'usure normale et de corrosion marine, pas ces rayures profondes qui évoquent un choc brutal. Le 21 septembre 2020, Laurent Charpentier prend la décision de rouvrir officieusement l'enquête sur la disparition de Marc Delacroix et Valérie Arnaud. Sans nouvelles instructions du parquet, il ne peut relancer une procédure judiciaire, mais l'alliance découverte justifie des vérifications approfondies.
Sa première démarche consiste à contacter Nicole Delacroix, devenue Nicole Ferrand, après son mariage en 2008. Âgée désormais de 54 ans, elle enseigne toujours les mathématiques, mais dans un lycée de Cannes où elle s'est installée pour être proche des parents de Valérie. Au téléphone, sa voix tremble quand Charpentier lui décrit la découverte. « Cette alliance, je la reconnais parfaitement », confirme Nicole lors de leur entretien le 23 septembre. Marc me l'avait montré avant le mariage. Il était si fier de la gravure qu'il avait fait faire chez Cartier à Cannes. Mais ces marques, ces rayures profondes, elles n'y étaient certainement pas quand ils sont partis. Nicole apporte des photos du mariage où l'alliance est visible à la main de Marc. Les clichés confirment que l'anneau était parfaitement lisse en 2001. Les traces d'impact constatées en 2020 sont donc postérieures au mariage et probablement contemporaines de la disparition. Charpentier fait examiner l'alliance par l'expert judiciaire Paul Girard, spécialisé en métallurgie. Son rapport, rendu le 30 septembre, est formel. Les marques observées sur l'alliance résultent d'impacts mécaniques violents contre des surfaces dures, probablement métalliques. Ces traces ne sont pas compatibles avec une exposition normale aux éléments marins. Elles suggèrent un choc brutal subi par le porteur de l'alliance. Cette conclusion technique bouleverse complètement l'analyse de l'affaire. Si Marc a subi un choc brutal, la thèse de l'accident de navigation devient hautement improbable. Un naufrage classique, même violent, ne produit pas ce type de marque spécifique sur des bijoux en or. Parallèlement, Charpentier fait analyser la position exacte de la découverte par l'expert maritime Claude Jolivet. Les coordonnées fournies par Henri Fontaine indiquent un point situé dans les eaux italiennes, à 12 000 au large de San Remo, par 80 mètres de fond. Cette localisation ne correspond à aucune route maritime logique entre Nice et Calvi. Pour se trouver dans cette zone, explique Jolivet, la hélice aurait dû dévier considérablement de sa route prévue, soit volontairement, soit sous la contrainte. Aucun navigateur expérimenté ne prendrait cette direction pour rallier la Corse depuis Nice. Une hypothèse émerge progressivement. Marc et Valérie auraient été contraints de modifier leur route, peut-être menacés ou poursuivis par un autre navire. Cette théorie expliquerait à la fois la déviation vers l'Est et les traces de violence sur l'Alliance. Charpentier décide d'interroger à nouveau tous les témoins de 2002 encore vivants. Roberto Santini, l'ancien chef de port, aujourd'hui retraité à Antibes, accepte de le recevoir. Ses souvenirs restent précis. Marc et Valérie semblaient parfaitement détendus ce matin-là. Rien n'indiquait qu'ils redoutaient quoi que ce soit. Leur équipement était normal, ils n'avaient pas d'argent liquide inhabituel, pas de bagages suspects. Plus intéressant, Santini se souvient d'un détail qu'il n'avait pas jugé important en 2002. Valérie portait son appareil photo étanche, comme toujours. Elle m'avait dit qu'elle espérait photographier des dauphins pendant la traversée. Cet appareil n'a jamais été retrouvé. Cette information relance les recherches. Un appareil photo numérique de 2002, dans son caisson étanche professionnel, aurait pu résister au naufrage et conserver ses données. Si Valérie a photographié quelque chose d'important avant leur disparition, ces images pourraient expliquer ce qui s'est réellement passé. Charpentier contacte les services de plongée professionnels de la Côte d'Azur. La zone de découverte de l'Alliance, par 80 mètres de fond, reste accessible aux plongeurs expérimentés. Plusieurs épaves connues gisent dans ce secteur, mais aucune ne correspond aux caractéristiques de la hélice. Le 15 octobre, la société de plongée Azur Exploration accepte d'effectuer des recherches bénévoles dans la zone. L'équipe dirigée par Michel Calvetto, plongeur professionnel, explore méthodiquement les fonds autour du point de découverte de l'Alliance. Ils ne trouvent aucune trace de la hélice, mais découvrent d'autres objets intrigants. À 75 mètres de profondeur, les plongeurs remontent un fragment de tissu rouge et blanc, partiellement enseveli dans le sable. L'analyse révèle qu'il s'agit d'un morceau de voile d'acron, compatible avec le gréement d'un voilier de plaisance. Plus troublant, le tissu porte des traces de découpe nette, comme s'il avait été volontairement coupé.
Cette découverte conforte l'hypothèse criminelle. Si la hélice a coulé dans cette zone, pourquoi ces débris sont-ils si dispersés et en si petite quantité? Un naufrage accidentel aurait laissé davantage de traces, coques, mâts, équipements, effets personnels. L'absence quasi totale de débris suggère que le navire a été coulé volontairement et peut être dépouillé de ses éléments identifiables. Le 20 octobre, Charpentier reçoit un appel inattendu de Giuseppe Martinelli, le marin qui était à bord du Santa Maria lors de la découverte de l'Alliance. Giuseppe se dit préoccupé par un détail qu'il n'avait pas mentionné initialement. Quand nous avons remonté l'Alliance, elle était accrochée dans les mailles du filet avec un petit bout de chaîne en inox. Cette chaîne ne ressemblait pas aux chaînes d'ancre habituelles. Elle était plus fine, comme celle d'un équipement électronique. Cette précision technique intrigue Charpentier. Les GPS et équipements de navigation de 2002 étaient souvent fixés par des chaînettes de sécurité pour éviter leur chute à l'eau. Si l'Alliance était accrochée à un fragment de cette chaîne, cela confirmerait qu'elle provient bien de la hélice et suggérerait que l'équipement électronique a été arraché violemment. Le 25 octobre, l'enquête prend une nouvelle dimension quand Charpentier reçoit la visite de Francesca Roselli, magistrate italienne chargée des affaires maritimes à Gênes. L'Alliance ayant été découverte dans les eaux italiennes, une coopération judiciaire internationale devient nécessaire. Roselli apporte avec elle un dossier troublant. Entre 2000 et 2005, les autorités italiennes ont recensé plusieurs disparitions suspectes de plaisanciers dans le secteur compris entre San Remo et Imperia. Aucune n'a été officiellement liée, mais toutes présentent des points communs. Navires expérimentés disparaissant par beau temps, absence totale de débris retrouvés et témoignages évoquant des navires suspects dans les parages. Nous soupçonnons depuis longtemps l'existence d'un réseau criminel opérant dans cette zone, explique Roselli. La découverte de votre alliance pourrait être la première preuve tangible que nous attendions depuis 20 ans. L'enquête conjointe franco-italienne prend un tournant décisif le 3 novembre 2020 quand les autorités italiennes interceptent une communication radio suspecte au large d'Imperia. Un navire non identifié utilise des codes et des fréquences qui correspondent exactement à ceux répertoriés dans les dossiers de surveillance des années 2000-2005. Cette écoute radio motive l'ouverture d'une surveillance maritime renforcée. Les gardes-côtes italiens et français coordonnent leurs patrouilles pour surveiller discrètement la zone comprise entre San Remo et Nice. L'objectif est d'identifier les navires qui opèrent régulièrement dans ce secteur et de détecter d'éventuelles activités illégales. Le 12 novembre, cette surveillance porte ses fruits. À 2 heures du matin, les radars détectent 2 embarcations naviguant sans feu réglementaire à 8000 au large de Menton. Les navires se déplacent à faible vitesse et semblent effectuer un transfert de marchandises en pleine mer. L'opération est filmée par les caméras infrarouges d'un hélicoptère de la gendarmerie nationale. L'analyse des images révèle un scénario classique de contrebande maritime. Un cargo battant pavillon maltais transfère des conteneurs vers un yacht de luxe immatriculé à Monaco. Cette méthode permet d'éviter les contrôles douaniers dans les ports officiels. Les marchandises sont ensuite débarquées discrètement dans de petites criques isolées de la Côte d'Azur. Le cargo est identifié comme le Mediterranean Star, navire de 60 mètres, appartenant officiellement à une société écran basée à Malte. Son capitaine, Alessandro Conti, figure déjà dans les fichiers d'Interpol pour diverses infractions liées au transport maritime illégal. Le yacht réceptionnaire, Azuro Dream, appartient à une holding monégasque aux ramifications complexes. Charpentier et Roselli décident de ne pas intercepter immédiatement les contrebandiers. Il est plus important de comprendre l'ampleur du réseau et d'identifier tous ses participants. Une surveillance discrète est maintenue, permettant de documenter plusieurs autres opérations similaires dans les semaines suivantes. Le 25 novembre, les enquêteurs obtiennent une information cruciale grâce à un indicateur de la police monégasque. Alessandro Conti,
Interrogé dans le cadre d'une autre affaire, fait une déclaration spontanée qui change tout. Si vous voulez savoir ce qui est arrivé au plaisancier disparu, demandez donc à Enzo ce qu'il faisait avec son Riva en août 2002. Cette déclaration vise Enzo Battaglia, propriétaire d'un chantier naval à Imperia et pilote occasionnel pour les opérations de contrebande. Battaglia, âgé de 68 ans, est connu des services italiens depuis les années 1990 pour ses activités douteuses, mais n'a jamais été formellement condamné. L'interrogatoire d'Enzo Battaglia, mené conjointement par les autorités françaises et italiennes le 2 décembre 2020, constitue le moment clé de l'enquête. Confronté aux preuves accumulées et à la dénonciation de Conti, Battaglia finit par craquer après 6 heures d'audition. Ce soir d'août 2002, nous faisions un transport de cigarettes entre Nice et Sanremo, avoue-t-il finalement. C'était une opération de routine. On avait fait ça des centaines de fois. Mais ce couple sur leur voilier, ils étaient au mauvais endroit, au mauvais moment. Battaglia explique que le réseau importait illégalement des cigarettes depuis l'Afrique du Nord vers l'Italie, en évitant les taxes douanières françaises et italiennes. Les bénéfices étaient considérables. Plusieurs millions d'euros par an, répartis entre une dizaine de complices installés des deux côtés de la frontière. Le 12 août 2002, nous étions en retard sur le planning, continue Battaglia. Le transfert devait se faire avant l'aube, mais nous avions eu des problèmes mécaniques. Quand nous sommes arrivés au point de rendez-vous, il faisait encore jour, et ce voilier était là. Marc et Valérie naviguaient effectivement vers la Corse, mais ils avaient dévié de leur route initiale après avoir observé un groupe de dauphins particulièrement nombreux. Valérie, passionnée par ses recherches, avait convaincu Marc de les suivre pour les photographier. Cette déviation les avait menés exactement dans la zone où devait se dérouler le transfert de marchandises. La femme prenait des photos avec un gros appareil, se souvient Battaglia. Elle nous mitraillait, elle et son mari. Ils pensaient probablement qu'on polluait la mer ou qu'on pêchait illégalement. Ils ne pouvaient pas savoir qu'ils étaient en train de documenter une opération de contrebande. La suite des événements révèle la tragédie qui a coûté la vie au couple. Alessandro Conti, paniqué par la présence de témoins inattendus, a ordonné à Battaglia d'intercepter la hélice avant que les plaisanciers ne puissent transmettre leurs photos aux autorités. Conti m'a dit d'aller les voir, de leur demander d'effacer leurs photos, explique Battaglia. J'ai approché leur voilier avec mon Riva. Au début, ils ont cru qu'on venait les aider ou leur demander des renseignements. L'homme, Marc, était amical. Il m'a dit qu'ils observaient les dauphins. Battaglia a d'abord tenté de négocier pacifiquement. Il a expliqué au couple qu'ils se trouvaient dans une zone dangereuse, qu'ils devaient partir immédiatement et surtout ne pas divulguer leur position. Mais Valérie, soupçonneuse, a refusé de remettre son appareil photo et a menacé de contacter les gardes-côtes. C'est là que tout a dégénéré, avoue Battaglia. Conti criait dans la radio qu'il fallait récupérer l'appareil à tout prix. La femme s'est enfermée dans la cabine avec son matériel. L'homme essayait de la protéger. J'ai voulu monter à bord de force, et il y a eu une bagarre. La reconstitution des faits révèle que Marc a tenté de repousser Battaglia pour protéger sa femme. Dans la lutte, Battaglia a frappé Marc avec une manivelle de winch, provoquant les traces d'impact retrouvées sur l'Alliance. Marc, blessé à la tête, s'est effondré sur le pont de la hélice. Valérie, terrifiée, a tenté de lancer un appel de détresse sur la VHF, mais Battaglia a coupé l'alimentation électrique du voilier. Dans sa panique, elle a essayé de se jeter à l'eau avec son appareil photo pour échapper à ses agresseurs, mais elle ne savait pas nager suffisamment bien pour survivre en pleine mer. « Je n'avais pas l'intention de les tuer », insiste Battaglia. Tout ce qu'on voulait, c'était récupérer leurs photos et qu'ils se taisent. Mais quand j'ai vu que l'homme ne bougeait plus et que la femme avait coulé, j'ai paniqué. Pour masquer le double meurtre, Battaglia et ses complices ont coulé la hélice, en perçant sa coque à plusieurs endroits. Ils ont récupéré tous les équipements de valeur, GPS, radio, moteur hors bord, pour les revendre et effacer les traces. Le voilier a sombré par 80 mètres de fond, dans une zone de courant fort qui ont dispersé les débris. L'Alliance du mari, elle s'est détachée quand on l'a sortie de l'eau, précise Battaglia.
Elle est tombée dans mes outils, au fond du bateau. Je l'ai jetée par-dessus bord plus tard, sans réfléchir. Je ne pensais pas qu'elle refera surface un jour. L'appareil photo de Valérie, dans son caisson étanche, n'a jamais été retrouvé par les contrebandiers. Battaglia pense qu'il a coulé avec elle et qu'il gît quelque part au fond de la Méditerranée, peut-être encore intact après 18 ans. Les aveux d'Enzo Battaglia permettent aux enquêteurs de reconstituer entièrement les événements du 12 août 2002. L'innocence apparente de Marc et Valérie rend leur mort encore plus tragique. Ils ont été tués uniquement parce qu'ils se trouvaient au mauvais endroit, au mauvais moment, témoins involontaires d'une activité criminelle qu'ils ne comprenaient même pas. L'arrestation de Battaglia, le 5 décembre 2020, déclenche une vaste opération policière internationale. Alessandro Conti est interpellé à Malte, où il tentait de fuir vers l'Afrique du Nord. 8 autres membres du réseau de contrebande sont arrêtés simultanément en France, en Italie et à Monaco. L'enquête révèle l'ampleur de l'organisation criminelle. Entre 1998 et 2005, le réseau a importé illégalement plus de 50 millions de cigarettes, représentant un manque à gagner fiscal de 15 millions d'euros pour les États français et italiens. Les bénéfices ont financé d'autres activités illégales, notamment le blanchiment d'argent et le trafic d'armes légères. Nicole Delacroix apprend la vérité sur la mort de son frère le 8 décembre, lors d'un entretien avec le capitaine Charpentier et la magistrate Roselli. Après 18 ans d'incertitude, cette révélation provoque chez elle des sentiments contradictoires. Soulagement de connaître enfin la vérité, mais immense colère contre l'absurdité de cette mort. Marc et Valérie sont morts pour rien, déclare-t-elle à la presse. Ils faisaient ce qu'ils aimaient le plus au monde, naviguer et étudier la mer. Ils ont été tués par cupidité, par des hommes qui ne supportaient pas qu'on découvre leur petit trafic sordide. Les parents de Valérie, Jean-Claude et Monique Arnaud, aujourd'hui âgés de 82 et 79 ans, sont trop fragiles pour supporter cette révélation dans tous ses détails. Nicole décide de leur épargner les aspects les plus violents de l'enquête, se contentant de leur confirmer que les responsables ont été identifiés et arrêtés. Le procès d'Enzo Battaglia et de ses complices s'ouvre en octobre 2021 devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes. Battaglia, qui a collaboré avec la justice depuis ses aveux, écope de 25 ans de réclusion criminelle pour double homicide volontaire. Alessandro Conti, principal organisateur du réseau, est condamné à 30 ans de prison. Les autres membres du réseau reçoivent des peines allant de 8 à 15 ans d'emprisonnement selon leur degré d'implication. Le tribunal ordonne également le versement de dommages et intérêts substantiels aux familles des victimes, prélevés sur les biens confisqués aux contrebandiers. L'impact de cette affaire dépasse le cadre judiciaire. Elle révèle les failles dans la surveillance maritime entre la France et l'Italie au début des années 2000 et motive un renforcement de la coopération douanière internationale. De nouveaux protocoles de surveillance sont mis en place pour détecter plus efficacement les transferts illégaux en mer. Au niveau scientifique, l'Observatoire océanologique de Nice décide de reprendre les recherches de Valérie sur les migrations des dauphins. Une expédition baptisée Mission Valérie Arnaud est organisée en juin 2021, suivant exactement l'itinéraire que le couple avait prévu en 2002. Les chercheurs utilisent des équipements modernes pour étudier les couloirs migratoires que Valérie n'a jamais pu documenter. Nicole Delacroix participe symboliquement à cette expédition. À bord du navire océanographique Tétis II, elle dépose une gerbe de fleurs à l'endroit exact où son frère et sa belle-sœur ont perdu la vie. Ils sont morts en faisant ce qu'ils aimaient, déclare-t-elle. Cette mission honore leur mémoire et donne un sens à leur sacrifice. La communauté nautique de Nice organise également une cérémonie commémorative en août 2021, 19 ans après la disparition. Une plaque est inaugurée sur la jetée du port Lempia, à l'emplacement exact où la hélice a largué les amarres pour la dernière fois. L'inscription, sobre, rappelle. À la mémoire de Marc Delacroix et Valérie Arnaud, navigateurs passionnés, victimes de la violence en mer, août 2002.
Henri Fontaine, le pêcheur qui a découvert l'Alliance, est invité d'honneur à cette cérémonie. « Si je n'avais pas trouvé cette bague, confie-t-il, ces assassins auraient continué à vivre tranquillement et les familles n'auraient jamais su ce qui s'était vraiment passé. Parfois, la mer garde ses secrets, mais parfois aussi elle nous les rend. L'Alliance elle-même, pièce à conviction cruciale du procès, est finalement remise à Nicole Delacroix après la clôture de la procédure judiciaire. Elle choisit de la déposer dans le caveau familial du cimetière de Nice, où reposent symboliquement Marc et Valérie, dont les corps n'ont jamais été retrouvés. Cette affaire illustre paradoxalement comment un crime parfait peut être déjoué par les éléments les plus imprévisibles. Pendant 18 ans, Enzo Battaglia et ses complices ont cru avoir effacé toutes les traces de leur forfait. Ils n'avaient pas imaginé qu'une simple alliance, jetée par-dessus bord, referait surface dans les filets d'un pêcheur italien, déclenchant une enquête qui révélerait finalement la vérité. La mer Méditerranée, témoin silencieux de leurs crimes, a finalement livré la preuve qui a permis de rendre justice à Marc Delacroix et Valérie Arnault. Leur mort absurde et injuste trouve ainsi un épilogue judiciaire, même si rien ne pourra jamais compenser la perte subie par leurs proches. Aujourd'hui, quand les pêcheurs de San Remo remontent leurs filets, ils examinent plus attentivement les objets inattendus qui s'y accrochent parfois. Ils savent désormais qu'au fond de la mer reposent parfois des indices cruciaux, des preuves que le temps et les courants peuvent ramener à la surface des décennies plus tard, pour révéler des vérités que l'on croyait à jamais enfouies. Cette affaire nous montre comment la justice peut triompher même après des décennies grâce à la persévérance des enquêteurs et aux hasards imprévus de la nature. Une simple alliance, préservée par les eaux de la Méditerranée, a suffi à démasquer un réseau criminel et à révéler la vérité sur un double meurtre maquillé en accident. Qu'avez-vous pensé de cette enquête ? Aviez-vous deviné que Marc et Valérie avaient été victimes d'un crime organisé ? Partagez vos théories dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette reconstitution d'une affaire criminelle réelle, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Laissez votre like si cette histoire vous a marqué et partagez-la avec quelqu'un qui s'intéresse aussi aux mystères résolus grâce à la science et à la détermination des enquêteurs.